ça enregistre. Moi, je peux appuyer sur j'ai compris. Hein. Hop. Bon, pour entendre l'audio, normalement, parce que je sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Marquez oui dans le chat. Je sais pas si... Ah, attends, il y a des messages. Ah ouais, regarde. Oui. Oui, oui, on vous entend. Ah oui, comment on fait? Ça va? On règle les petits derniers trucs. Ah ouais, parfait. En fait, je crois que faire un truc afficher la personne. Enfin, on va dire, je plaisante. Vas-y. Alors bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui avec les 3 tuteurs d'histo. On va se présenter chacun notre tour et après on va attaquer le cours sur le tissu nerveux. Alors d'abord moi je me présente, c'est Oti Plouf sur le forum, ou Hotman. Je suis tuteur du tissu musculaire strié-squelettique, cardiaque, lisse et tissu circulant pour ce semestre. Et bon, je passe le micro. Bonjour à tous, du coup moi c'est Charlotte, Huguet sur le forum et moi je vais m'occuper des cours donc tissu cartilagineux, tissu osseux, ostéogenèse, tissu nerveux et tissu rénal, parce qu'il y a tissu rénal aussi. Voilà. Oui, oui, c'est dans les cours du semestre 2 parce que avant en passe LAS, enfin pour les passes, il y avait l'UE transversale qui était commune au pass et au LAS et l'UE spécifique en histo qui était juste pour les passes. Et en fait, tout a été regroupé pour vous les LAS. Du coup, vous avez le programme du S1 d'histo de l'année dernière et le programme du S2 d'histo de l'année dernière aussi. Donc, ça rajoute 3 cours par rapport à ce qu'avaient les LAS de 3 au premier semestre, si vous voulez. Voilà. Et du coup, victoire. Et moi, du coup, c'est Victoire, aka Victamine sur le forum. Donc, moi, je m'occuperai de l'intro à l'histo, du tissu conjonctif et des épithéliums. Voilà. J'ai oublié de vous dire mon cours épiderme que je faisais aussi au semestre 2. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum. Bon, vous avez eu l'habitude de l'utiliser au semestre 1, donc là, vous devez être OK. Et aussi, si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas à utiliser le chat. Comme ça, on pourra répondre directement. Voilà, voilà. Ah oui, et dernière précision, du coup, nous, on est les QE8, si je ne me trompe pas, et on est avec l'embryologie, comme au premier semestre. Et voilà, donc on répartira les QCM entre histologie et embryologie. Nous, normalement, on a toujours plus de QCM que l'embryo. Ça a été confirmé au premier semestre parce que les profs n'ont pas prévenu, mais ils ont rajouté plus de QCM en histo. Mais voilà, voilà. Du coup, on va commencer le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit avant qu'on commence, mais on fera une FAQ à la fin de toute façon sur ce qu'on a vu à la suite rentrée, sur l'organisation des cours, si vous avez des questions pour réviser la matière ou quoi que ce soit. Voilà. Et une petite précision avant de commencer le cours sur le tissu nerveux. Alors, comme j'ai dit, j'étais tuteur de tissu musculaire strié-squelettique et tissu musculaire en général. Du coup, quand on a eu la réunion avec le professeur Ambrosetti au semestre 1, il nous a dit qu'il y allait y avoir quelques changements dans ces cours-là. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de réviser les supports que je vous ai mis pour la tutre rentrée. Je vais vous rajouter normalement une autre fiche sur la contraction musculaire, mais je ne vais pas trop m'avancer parce que j'ai très peur. On attend la réponse du prof pour avoir une confirmation. Mais normalement, c'est ce qu'il nous a dit, ça devrait changer. Donc, je vous ai mis la base. Normalement, ça va pas changer. Enfin, la base, ça ne change pas de toute façon. Et ça vous fera, si ça change, ça vous fera quand même une bonne avancée par rapport aux autres. Voilà, voilà. Donc là, je passe le micro à Charlotte. Du coup, le cours sur le tissu nerveux, juste petite parenthèse, c'est vraiment un cours, vous ne pouvez pas l'en passer, mais vraiment pas du tout. C'est le cours qui tombe tout le temps, avec beaucoup de QCM dessus. Cette année, il y en a eu 3 sur 13.
3 sur 13 QCM sur le tissu nerveux. Et là, je vais vous présenter que la moitié du cours parce que c'est un cours vraiment énorme. J'ai fait 4 fiches dessus. Toutes les fiches font entre 10 et 12 pages chacune. Donc, c'est vraiment un gros cours. Après, voilà, moi, mes fiches, elles sont très aérées. Donc, c'est normal aussi que ce soit aussi gros. Mais vous verrez, c'est lourd. Donc, prenez vraiment beaucoup d'avance sur le cours. Du coup, on va faire le tissu nerveux. Et avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi est composé le système nerveux central? Vous l'avez vu en cours d'anatomie? Parce que c'est vraiment l'introduction. Oui, ils l'ont fait, normalement. Vous l'avez fait, hein? Je vois pas le chat. Tu l'as? Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Encéphale plus tronc. Encéphale et moelle épinière, oui, c'est ça. C'est encéphale et moelle épinière. Et est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi est composé l'encéphale, s'il vous plaît? Exactement, c'est ça, c'est ça. Bravo Sophia et bravo 3, 3, 7, 6, 8. Je ne sais pas qui tu es, mais bravo. Vous allez voir, c'est cool dans le tissu nerveux parce qu'au début, l'introduction, ça a beaucoup de points communs avec l'anatomie sur le système nerveux. Donc, vous allez voir les premières pages de ce cours-là, ça va aller hyper vite parce que avec les connaissances d'anatomie que vous allez avoir tout au long du semestre, ça va vous servir pour ce cours. Vous pouvez même faire des liens entre les cours. Et ça, c'est cool. Voilà. Surtout pour l'intro de tissu nerveux. Oui, voilà, n'hésitez pas à faire des liens. Et si par contre, il y a des discordances entre les matières, c'est comme au premier semestre, vous apprenez les discordances, vous apprenez tel quel pour chaque prof, selon ce que chaque prof dit, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà. Donc, du coup, on commence. Vas-y, si tu peux passer. Oula. Pour que le nom il s'affiche, il faut juste que tu le changes. Je ne sais plus comment on fait, mais voilà. Donc, du coup, le système nerveux. Donc, au sein du système nerveux, on va avoir des cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Jusque-là, normalement, vous connaissez à peu près. Et on va avoir les cellules de soutien qui sont les cellules gliales. OK, c'est bon? Et donc, comme on l'a dit, le système nerveux central, il est composé de l'encéphale, à savoir tronc cérébral, cerveau et cervelet, plus la moelle épinière, moelle spinale, comme vous voulez. On a le système nerveux périphérique, qui est, lui, destiné aux membres et aux viscères, et il va comprendre les fibres nerveuses, donc les axones et les dendrites, on revoit ce que c'est juste après, les terminaisons nerveuses et les corps cellulaires qui sont situés en dehors du système nerveux central. Et au sein de ces systèmes nerveux, on va distinguer aussi le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux somatique, c'est celui qui comprend le système nerveux sensitif qui est impliqué dans la perception et le système nerveux moteur qui est sous contrôle volontaire et dont l'effecteur, c'est le muscle squelettique. Ensuite, on va avoir le système nerveux autonome. Et lui, il est à destiner des organes et des tissus, donc le muscle lisse, le muscle cardiaque, les glandes, et c'est sous contrôle involontaire, donc avec les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Voilà. Normalement, jusqu'ici, vous avez à peu près tout vu dans les cours d'anatomie. Et donc, le système nerveux central et le système nerveux périphériques, ils contiennent du tissu nerveux. Et le tissu nerveux, il comprend des cellules nerveuses qu'on appelle les neurones et les cellules de soutien qui sont les cellules gliales. Donc là, dans un premier temps, on va parler des neurones et après, on va parler de tout ce qui est, cellules gliales dans un second temps. Et qu'est-ce qui est décrit? Oui, le liquide cérébrospinal. Hein, oui, t'inquiète. Voilà. Et donc, on a oui, une chose à dire. Je ne sais pas si c'est écrit sur la diapo d'avant. Tu peux repasser ou pas? Oula. Après? Non, celle d'après? Ouais, non. Du coup, oui, il y a un truc qui n'est pas écrit, vous le verrez dans le cours. On dit que les tissus nerveux, ils sont ubiquitaires. Ubiquitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont présents partout dans l'organisme. Voilà. Et pas dans un seul organe ou quoi que ce soit. Faites attention, je vais faire des pièges sur absolument toutes les phrases du cours. Donc, soyez vigilants. Et oui, d'ailleurs, sur les QCM, je fais une petite aparté là-dessus. Le prof, il est très, pas simple dans ses QCM, mais il ne va pas faire des pièges énoncés. Ce n'est pas du tout son genre, donc soyez un peu rassurés. Et il prend vraiment ce qu'il y a dans le cours et il met soit la phrase telle quelle, soit la phrase au négatif.
Donc, normalement, vous n'aurez pas de mauvaise surprise en histologie avec le prof. C'est un gentil prof, vraiment, pour les QCM. Du coup, on va passer... Alors, non, c'est bon en fait. Donc, dans le système nerveux central, le tissu nerveux, il est étroitement associé au liquide cérébrospinal ou c'est céphalorachidien, on peut dire aussi. LCS et LCR, dans mon cours, c'est la même chose. Ça veut dire absolument la même chose. Et c'est produit par les épendymocytes au niveau des plexus choroïdes. Pareil, les plexus choroïdes, normalement, vous en avez entendu parler en anatomie du système nerveux. Le liquide cérébrospinal, du coup, il va circuler dans les cavités du système nerveux central, mais il n'entre pas en contact avec le tissu nerveux parce qu'il est enveloppé par des membranes qu'on appelle les méninges. Okay. Les méninges, ce sera la 4e partie de notre cours sur le tissu nerveux, donc on ne va pas l'aborder aujourd'hui. De toute façon, les fiches, je vais tout vous mettre, comme ça vous révisez petit à petit comme vous le voulez. Mais pour ce que je veux que vous appreniez pour l'examen blanc, je veux vraiment que vous appreniez la première partie et après, progressivement, vous passez d'une fiche à une autre, etc. Je ne veux pas que vous appreniez les 40 pages d'un seul coup, ce n'est pas possible. Okay. Et donc, les neurones. Donc, il va exister différents types de neurones présentant des variations morphologiques d'une région à une autre. Ils ont certaines caractéristiques communes avec la présence de nombreux prolongements cellulaires et des jonctions intercellulaires hautement spécialisées qu'on appelle les synapses. Donc là, je vous ai mis un petit schéma des neurones. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un corps cellulaire. Je ne sais pas si on voit le pointeur ici. Ensuite, vous avez l'axone qui est ici et vous avez des dendrites. Les dendrites, c'est tous les trucs ici. D'accord ? Et donc, le corps cellulaire, on va l'appeler soma. Soma, c'est la même chose. Si vous mettez soma et corps cellulaire sont synonymes, vous mettez oui. Voilà. Il représente la partie centrale, généralement polygonale du neurone. Il contient un noyau et du cytoplasme. Et le noyau, il présente un certain nombre de caractéristiques. Il est proéminent, il est sphérique, il est central avec un nucléole bien visible et une chromatine dispersée. Chromatine dispersée, ça veut dire qu'elle est transcriptionnellement active. Et le neurone, c'est une cellule qui a une activité de synthèse protéique qui est très importante. Ensuite, vous avez le cytoplasme. Non, merci, c'est pas grave. Le cytoplasme, il est situé autour du noyau et il est appelé péricaryon. Péricaryon parce que caryon, c'est pour le noyau et péri, autour, quoi. Et il contient le corps golgien, un réticulum endoplasmique granuleux qui est volumineux. Et avec toute cette synthèse protéique, ça va former des amas qu'on appelle des corps de Nice. Alors là, vous ne voyez pas sur le schéma, hein, c'est vraiment un schéma très, très simplifié, mais c'est juste des amas. Voilà. Et on va trouver aussi des mitochondries, du cytosquelette, des filaments intermédiaires et des microfilaments. Voilà. Alors, une phrase extrêmement importante dans le cours, s'il vous plaît, retenez-la, c'est qu'il n'existe qu'un seul axone par neurone. Pas deux, pas trois, enfin, pas 10, un seul, vraiment un seul. Même si sur les schémas et tout, quand on verra à peu près après les neurones et tout, vous avez l'impression qu'il y en a deux, il n'y en a qu'un seul, toujours un seul axone. Et un axone, il va par contre avoir des terminaisons qui vont se terminer par un renflement qui s'appelle le boudon synaptique. Ça, c'est pas très important. Et donc, l'axone, il va naître du soma au niveau d'une zone qu'on appelle le cône d'implantation. C'est juste la partie... Attendez, je vais vous montrer là. Je ne sais pas si on la voit. Non, on ne voit pas sur cette truc-là, c'est pour ça, t'inquiète. Juste le cône d'implantation, si vous voulez, c'est ici. Enfin, c'est l'espace entre l'axone et le soma, littéralement. Et le rôle de l'axone, c'est la conduction de l'influx nerveux depuis le corps cellulaire vers les synapses. Et il va avoir un transport bidirectionnel qui permet le transport d'organites et de protéines. Et donc, ce transport, quand il se fait du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone, on l'appelle le transport antérograde. Pour retenir, vous pouvez vous dire qu'il va vers le A, voilà, parce qu'il va vers l'axone. Donc, c'est antérograde. Et l'inverse, du coup, vice-versa pour le transport rétrograde, donc de l'extrémité de l'axone vers le corps cellulaire. Petite parenthèse pour le piège QCM qu'a dit Charlotte. Pour un seul axone, c'est hyper important. Le piège classique, c'est par exemple un neurone à un seul axone, du coup, et plusieurs dendrites. Du coup, ça, c'est vrai. Faut pas, on peut inverser facilement et vous tombez dans le piège. Du coup, un seul axone et le neurone peut avoir plusieurs dendrites et plusieurs terminaisons synaptiques. Voilà. Et du coup, les dendrites, elles, hop, c'est bon. Les dendrites, elles sont courtes, elles sont multiples, elles sont ramifiées et on va parler d'arborisation dendritique.
Voilà, donc littéralement parce que ça ressemble à des arbres. Je pense que ça se voit assez bien sur le schéma. Donc voilà, ça, c'est des dendrites. Tous les trucs que vous voyez là, c'est des dendrites. Et donc leur surface, elle va être recouverte d'épines dendritiques et ce sont le lieu de réception de différents stimuli qui proviennent d'autres neurones par l'intermédiaire des synapses. Et l'influx nerveux, il va ensuite être conduit vers le corps cellulaire du neurone. Voilà. Donc les neurones, on va pouvoir les classer selon deux classifications. Hein. La première, ça va être la morphologie avec le nombre de prolongements et la deuxième, c'est la fonction. Donc là, on va s'intéresser à la morphologie et c'est là que je vous dis qu'il ne faut pas se faire piéger en pensant qu'il y a 2 axones parce que quand vous voyez un schéma comme ça, ici, vous vous dites « Oh, c'est bizarre, il y a un axone ici, un axone là. » Non, non, c'est qu'il y a un axone et il y a un prolongement dendritique en fait. C'est des dendrites. Ce n'est pas un axone. Voilà, il ne faut vraiment pas se faire piéger. Donc du coup, dans cette classification, on va avoir les neurones bipolaires. Les neurones bipolaires, ils ont un axone unique qui va émerger d'un côté du corps cellulaire et on va les retrouver au niveau des structures sensorielles. Donc la rétine, l'épithélium olfactif et les systèmes vestibulaires et auditifs. Donc les organes des sens, concrètement. Et ça, il ne faudra vraiment pas se tromper avec les neurones pseudo-unipolaires. C'est vraiment tombé au premier semestre. Les neurones pseudo-unipolaires, eux, ils ont un axone unique et court qui se divise en 2 à proximité du corps cellulaire. Vous le voyez bien, en fait, l'axone, il est là et il va se diviser en 2 parties. Et eux, on va les retrouver dans les ganglions sensoriels des nerfs crâniens et spinaux. N'inversez pas ganglions et structures. Vraiment, le prof l'a fait tomber. Ce n'est pas une blague. Donc, vraiment, retenez que c'est ganglion pour pseudo-unipolaire et bipolaire pour les structures sensorielles. Voilà. Et ensuite, on va avoir les neurones multipolaires. Ah, il y a une question. Comment on sait où se trouve l'axone? L'axone, c'est ce qui suit... par rapport aux neurones bipolaires, tu veux dire? Alors, en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas, c'est pas ce sur quoi le prof va piéger. En fait, il n'y aura pas de schéma. Genre là, c'est vraiment pour illustrer le cours, etc. Mais le prof, pour le tissu nerveux, il ne fait pas tomber de coupe. Vraiment, j'ai jamais vu de coupe en tissu nerveux. Il fait tomber des coupes, par contre, sur le cours des épithéliums que vous allez avoir d'ici quelques semaines en cours avec lui. Mais pour tout ce qui est tissu nerveux, jamais de coupe. Donc, vous n'aurez pas à les reconnaître. Juste là, on vous montre des images très schématisées pour que vous ayez la définition en tête, mais ce n'est pas ce que vous allez retrouver vraiment dans une coupe histologique. Dans la réalité, on ne va pas voir, par exemple, ce qu'on va avoir dans le schéma. C'est juste pour que vous pouvez faire, quand vous lisez la définition, vous pouvez avoir une image très facilement en tête. Mais globalement, non, le prof ne fait pas tomber de schéma sur le tissu nerveux. C'est très compliqué, ce n'est pas de votre niveau. Il ne vous demandera pas ça. Enfin, juste ayez en tête les définitions et la différence entre les classifications des neurones. Ça, oui, ça sera peut-être des pièges qui tomberont. Oui, voilà, vraiment, faut vraiment se concentrer plus sur là où ils vont se trouver, etc., plutôt que vraiment où est-ce qu'il est l'axone sur ce truc-là et tout. Le prof le fera pas tomber. Voilà. Et donc, avec les neurones, on va finir par les neurones multipolaires, du coup, ce sont les plus nombreux, les plus répandus, et ils ont de nombreuses dendrites et un axone long. Là, ça se voit bien. Hop, hop, les dendrites ici, l'axone. Et parmi les neurones multipolaires, on va retrouver la cellule pyramidale du cortex cérébral et la cellule de Purkinje. Je ne sais pas comment ça se dit, hein, ça s'écrit d'une manière, si vous saviez, du cortex cérébelleux. Et ces 2 exemples, du coup, des neurones multipolaires. Et donc, juste là, je sais que je vous dis cellule pyramidale du cortex cérébral et tout, et vous me dites à quoi ça sert. C'est dans la 3e partie du cours. Voilà. C'est juste pour vous... Non, la 3e partie du cours en tissu nerveux. Parce que vous allez avoir des couches, etc., des cortex cérébral et cérébelleux. Et je sais que là, vous dites ça ne fait pas trop de sens. Quand vous verrez le reste du cours, ça fera beaucoup plus de sens. Et du coup, on arrive à la classification fonctionnelle. Donc, la classification fonctionnelle, elle est divisée en 3 types de neurones. On va avoir les neurones sensitifs ou afférents qui vont recevoir des informations des récepteurs sensoriels et qui les transmettent au système nerveux central. Vous avez ensuite les neurones moteurs ou efférents qui vont conduire les informations provenant du système nerveux central aux effecteurs, donc les muscles, les glandes, ce que vous voulez.
Et vous avez les interneurones qui vont, eux, établir des connexions entre les neurones au sein des circuits neuronaux. On le voit bien là sur le schéma. Donc là, vous avez votre neurone afférent, donc sensitif. Ici, vous avez l'interneurone et là, le neurone moteur. Oui, oui. Bah, on voit pas là avec. Attendez, on voit pas avec la barre, mais si on enlève notre tête, c'est écrit. Désolée. C'est ce qu'on voit pas. Oui, si tu veux. Vous voyez mieux là? Je sais pas si ça change pour vous si on la met en bas. J'espère. Bon, ça n'a pas changé. Ah, bah vous pouvez normalement vous pouvez mettre nos têtes en bas, comme ça vous gêne pas. Ouais, voilà. Donc mettez-la en bas si vous voulez, ce sera mieux. Ok. Vas-y. Ouais. Et du coup, là, on va parler des synapses maintenant. Donc, les synapses, ce sont des zones de contact spécialisées entre les neurones ou entre les neurones et les cellules musculaires. On va avoir deux grands types de synapses. Vous avez les synapses électriques et les synapses chimiques. Les synapses chimiques, ce sont les plus répandues et elles permettent à une information électrique de passer d'une cellule à une autre grâce à des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Ça, pareil, c'est vraiment le piège classique que je vous ferai tomber. Je vous mettrai les synapses électriques font passer une information chimique. Non, c'est l'inverse. Voilà. Je vous le dis, hein, vraiment, je vous dis les pièges que je vais vous faire tomber. Et donc, les synapses, elles représentent la zone de transmission de l'influx nerveux et elles permettent aux neurones de communiquer entre eux. Voilà. Donc, tu peux passer. Et aussi un petit aparté sur les synapses, on va les voir aussi sur le cours contraction musculaire, vu que comme Charlotte l'a dit, ça fait aussi partie au niveau musculaire. Et on va détailler tout le mécanisme comment dire, entre le bouton synaptique et l'autre synapse, avec tous les neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles molécules on retrouve. Et ça, on le retrouve dans mon cours contraction musculaire. Bon, ce sera un complément des synapses. Voilà. Vous voyez, c'est magique, l'histo. On peut faire des liens avec tous les chapitres. Et du coup, les synapses, on va avoir trois types de synapses, comme je disais, selon les structures qu'elles font communiquer. Bon, là, c'est relativement logique. Axosomatique entre un axone et un corps cellulaire. Axodendritique entre un axone et des dendrites. Axo-axonique entre axone et axone. Voilà. Ouais. Et donc, les neurones, en bref, ça, c'est un peu la conclusion, ce que vous avez à la fin de la première partie. Les neurones, ils vont avoir 4 propriétés principales. L'excitabilité en réponse à une stimulation ou un stimulus, la réception, l'intégration et le traitement des informations reçues, la conductibilité, puisqu'ils sont capables de propager la réponse à distance par un processus électrochimique, et la communicabilité, avec la transmission du message à un neurone ou à toute autre cellule. Et une phrase aussi importante, alors là, je vais vous dire, je suis vraiment désolée, je vais vous dire de remettre nos têtes en haut, comme ça, vous pouvez lire la dernière phrase, parce qu'elle est importante. Les neurones, ce sont des cellules excitables qui vont être capables de générer des influx nerveux en réponse à des stimuli et de les transmettre. Ça, normalement, vous le savez parce que vous l'avez vu en physio, si je ne me trompe pas, avec tout ce qui est potentiel neuronal, etc. Normalement, vous êtes censé savoir que les neurones sont des cellules excitables. Et c'est très important parce qu'on va voir juste après les cellules gliales qui, elles, sont très différentes. Voilà. Du coup, les cellules gliales. Ouais. Donc là, ça va représenter la deuxième partie. Vous voyez, la partie sur les neurones, c'est vraiment pour mettre les bases. Normalement, c'est à peu près... c'est un gros résumé de ce que vous voyez en anatomie, en quelque sorte, mais ce n'est pas le plus difficile. Donc, les tissus gliales. Donc, les cellules gliales, elles vont servir de support métabolique et structural pour les neurones. Et ce sont des éléments cellulaires qui sont non excitables. Donc, c'est vraiment le contraire des neurones. Donc, si je vous mets les cellules gliales sont des éléments cellulaires excitables, faux. Juste 2 secondes, je bois de l'eau. Merci. Donc, ils sont non excitables, contrairement aux neurones, et ils occupent
l'espace localisé entre les neurones. Donc, glial, c'est tout ce qui traîne autour de votre neurone. Et on va distinguer différents types d'origine pour les cellules gliales. Les neurones et la macroglie qui vont dériver du neurectoderme et les cellules de la microglie qui dérivent du mésoderme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu tout ce qui est deuxième et troisième semaine en embryologie et si ces termes vous disent quelque chose. Dites-le moi si ce n'est pas le cas. Mais normalement, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Voilà, vous pouvez faire des collections avec l'embryologie. Magique. Et donc, de la même manière qu'on va distinguer le système nerveux périphérique et le système nerveux central, on va distinguer les cellules de la neuroglie périphérique des cellules de la neuroglie centrale. Donc, la neuroglie périphérique, on va y trouver les cellules de Schwann et les cellules satellites gliales. Et la neuroglie centrale, on va retrouver la macroglie, qui est composée de diverses cellules, donc à savoir les astrocytes, les oligodendrocytes, les épendymocytes et les microgliocytes. Et ça, c'est tout ce qu'on va détailler dans ce cours. Voilà. On parle... Ah oui, il y a la microglie aussi, pardon. J'ai oublié de vous dire la microglie avec les microgliocytes. Voilà. Donc, du coup, là, on va s'intéresser aux cellules du système nerveux périphérique. Il y en a plus de 2, hein, mais c'est juste que le prof n'en détaille que 2. Donc, je vous montre vraiment ce qu'il détaille. Après, vous pouvez retrouver les noms des autres cellules qui sont présentes au niveau du système nerveux périphérique dans ma fiche, mais ce n'est pas le plus important. Donc, on va avoir les cellules de Schwann et il faudra vraiment bien faire les distinctions entre le système nerveux périphérique et le système nerveux central parce que les cellules de Schwann, elles ressemblent à d'autres cellules, mais vraiment beaucoup dans leur rôle, dans leur fonction, etc. Donc, les cellules de Schwann, elles représentent les principales cellules gliales du système nerveux périphérique. Pas système nerveux central, pas système nerveux tout court, c'est vraiment système nerveux périphérique. Et on va distinguer 2 types de cellules de Schwann, les myélinisantes et les non-myélinisantes. Sous-entendu, celles qui vont faire une gaine de myéline autour de l'axone et celles qui ne le feront pas. Et donc, elles s'enroulent autour des axones des neurones moteurs et sensoriels pour faire des formations de gaine de myéline. Vous le voyez bien ici, en fait, tout ce qu'il y a autour, là, c'est... Enfin, votre cellule de Schwann, elle est ici, et là, c'est toute la gaine de myéline qu'elle va faire autour. Et, donc, les cellules de Schwann, elles vont intervenir dans de nombreux aspects importants de la biologie des nerfs périphériques, à savoir la conduction des impulsions nerveuses, le nom des axones, le développement et la régénération nerveuse, c'est un support trophique pour les neurones, donc c'est un support mécanique et nutritif. Elles vont participer à la production de matrices extracellulaires nerveuses, elles modulent l'activité synaptique neuromusculaire et elles présentent les antigènes aux lymphocytes T. Donc en gros, elles ont plein de rôles. Voilà, elles ont vraiment plein de rôles. Je suis désolée, hein, c'est vraiment des listes comme ça dans le cours. Hein. Il a beaucoup de choses à dire dessus. Ensuite, on a les cellules satellites gliales et elles vont recouvrir la surface des corps cellulaires neuronaux qui sont localisés dans les ganglions du système nerveux périphérique. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et en fait, ici, vous avez votre ganglion et là, vous allez avoir vos cellules de Schwann. Et donc, elles ont de multiples rôles avec des fonctions similaires aux astrocytes. Les astrocytes, on voit ce que c'est juste après. Et elles vont donc contrôler le micro-environnement des ganglions du système nerveux périphérique. Elles vont fournir des nutriments aux neurones environnants. Elles assurent une protection mécanique et elles expriment des récepteurs qui permettent des interactions avec les médiateurs neuroactifs. Et donc, elles sont impliquées dans des phénomènes pathologiques, donc douleurs chroniques, récurrence herpétique. J'ai du mal à parler. Voilà. Donc maintenant, on passe au système nerveux central. On n'est plus dans le système nerveux périphérique. Et on va parler des astrocytes. Donc les astrocytes, c'est vraiment les big boss du système nerveux central. Hein. C'est les cellules gliales qui sont les plus nombreuses. Et donc, elles vont vraiment servir de support fonctionnel et mécanique pour les corps cellulaires et les prolongements des neurones. Et les astrocytes, ils vont être présents dans la substance grise et dans la substance blanche, mais ils ne vont pas prendre le même nom. Quand les astrocytes sont dans la substance grise, on les appelle protoplasmiques et substance blanche, fibreux. J'ai une vieille tutrice d'histologie qui avait donné un mémotechnique pour ça. Victoria la souris, elle sait ce que c'est. C'est que les protos, enfin, je pense que vous savez ce que c'est, n'en faites pas, s'il vous plaît. Les protos, ils sont gris, et du coup, astrocytes, substance grise, protoplasmique. Voilà. Ensuite, ces cellules, elles sont capables de proliférer chez l'adulte et du coup, la majorité des tumeurs du système nerveux central, elles sont d'origine astrocytaire.
Et les astrocytes, ils vont stimuler la formation de cicatrices secondaires suite à une agression. Et donc, ça va être soit dans un contexte de réparation suite à une lésion. Et aussi les astrocytes, astro, moi je me disais qu'astro, ça veut dire les étoiles et tout. Et je me disais, vu qu'elles sont les plus nombreuses, c'est parce que dans le ciel, il y a plein d'étoiles et qu'en même temps, la morphologie de l'astrocyte, ça ressemble à une étoile. Voilà, ça peut vous aider. C'est un mémo que je donne. Vous faites ce que vous voulez avec. Du coup, elles ont une morphologie étoilée. Elles sont pourvues de nombreux prolongements ramifiés de manière à occuper tout l'espace entre les neurones. Et parmi les prolongements, il y en a certains qui vont prendre appui contre la lame basale des vaisseaux et ça va former des pieds périvasculaires. Et ça va participer à la composition d'une barrière qu'on reverra plus tard, qui est la barrière hémato-encéphalique. Et donc, les astrocytes, ils présentent dans leur cytoplasme des filaments intermédiaires, petit souvenir de biocell, particuliers qu'on appelle les protéines gliales fibrillaires acides. C'est très long à dire, GFAP, ça va plus vite. Et c'est mis en évidence par des techniques d'immunohistochimie ou d'immunofluorescence. Voilà, contrairement aux cellules qu'on verra juste après. Et voilà. Et donc, on va avoir, vas-y, toujours les astrocytes. Les astrocytes fibreux, ils vont être, qui sont dans la substance blanche, du coup, ils vont avoir la particularité d'avoir des expansions longues, minces et peu ramifiées. Tandis que les astrocytes protoplasmiques... Ah, de quoi? Ah oui, les protoplasmiques, ils sont dans la substance grise. Mais je l'ai dit, non? Ah oui, oui. Oui, ils sont dans la substance grise. Et ils ont des nombreuses ramifications courtes et larges. Et moi, je me disais que, fibreux, ça me faisait penser à une fibre. Et moi, une fibre, je la vois très longue. Et je me disais que du coup, c'était long, c'était mince et peu ramifié. Parce que pour moi, une fibre, je ne sais pas comment vous l'imaginez dans votre tête, mais j'imagine vraiment un truc long et ouais, un fil en fait. Voilà, comme un fil. Et donc, les rôles des astrocytes. Ils vont servir de support aux neurones et contrôler les échanges métaboliques grâce aux pieds périvasculaires. Ils sécrètent des substances qui permettent la trophicité. Ils vont être un support pour la migration des cellules nerveuses pendant le développement. Ils vont stocker le glycogène de manière à participer à la nutrition et au métabolisme énergétique des cellules nerveuses. Au niveau des synapses, ils servent d'isolant électrique et ils vont d'ailleurs limiter la propagation des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Fente synaptique, vous allez le revoir en tissu musculaire, ça j'en suis sûre. Et ça va les absorber du coup pour limiter leur action à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc, ils vont aussi participer à la barrière hémato-encéphalique, comme je vous le disais avant, avec leurs pieds périvasculaires. La barrière hémato-encéphalique, on en reparle aussi dans les parties après, pas dans les parties que je vous présente aujourd'hui. Là, je vous présente vraiment les cellules. C'est le plus important, je pense. C'est beaucoup de boulot. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va avoir les oligodendrocytes. Ils présentent un petit corps cellulaire avec peu de prolongement. Et c'est là que je vous disais, il ne faut pas se tromper avec les cellules de Schwann parce qu'ils ont le même rôle, c'est-à-dire qu'ils vont tous les deux recouvrir avec des gaines le myéline, l'axone. Donc, les oligodendrocytes, on les retrouve dans la substance blanche et dans la substance grise. Et dans la substance blanche, ils sont trouvés le long des fibres nerveuses myélinisées et on parle d'oligodendrocytes interfasciculaires, tandis que dans la substance grise, elle se situe autour des corps cellulaires des cellules nerveuses, ce qu'on appelle les oligodendrocytes satellites. Et ces cellules, elles sont dépourvues du truc, là, la protéine GFAP. Donc, quand on cherche le marqueur, elles seront négatives. Ce n'est pas une information très importante, ne vous en faites pas, c'est juste, je le dis dans le cours, donc je préfère le dire. Ouais, juste le GFAP, ça sert juste pour savoir si on a une tumeur cérébrale. On va avec comme elle a dit Charlotte, avec des techniques immunohistochimiques, on va chercher ça, on l'injecte au patient et avec toutes sortes de scanners, tout ça, on peut, ou même de techniques histologiques, voir si ça fait des réactions au niveau du GFAP. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas le voir au niveau des oligodendrocytes parce qu'ils n'ont pas du coup. Et du coup, c'est quelle cellule qui a des GFAP, si vous suivez? C'était juste avant. Soyez pas timide. On ne mord pas. Vraiment, même si vous vous trompez, c'est pas grave, on vous reprendra, c'est pas grave.
Non, ce n'est pas les plasmocytes. C'est les astrocytes. Là, on est sur les oligodendrocytes. Et du coup, on disait que c'était GFAP négatif. Les astrocytes, ils sont GFAP positifs, vu qu'on a dit qu'ils avaient des filaments intermédiaires avec la protéine, etc. Les plasmocytes, on n'en parle pas dans le tissu nerveux. Voilà, c'est tout. OK, du coup, on continue. De rien. Les oligodendrocytes interfasciculaires, donc ceux qui sont dans la pardon. J'arrive plus à parler. Les oligodendrocytes interfasciculaires, donc ceux qui sont dans la substance blanche, c'est les cellules satellites gliales, cellules gliales les plus nombreuses de la substance blanche. Ça aussi, ne vous faites pas piéger, parce qu'on a dit juste avant que les astrocytes, c'est les cellules gliales les plus nombreuses du système nerveux central, et là, les oligodendrocytes, c'est les cellules gliales les plus nombreuses de la substance blanche. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. Il le fait tomber aussi, ça, le jour de l'examen, le prof. Et donc, les oligodendrocytes, ils sont responsables de la myélinisation des axones du système nerveux central. Oula, du système nerveux central, pas périphérique. Périphérique, c'est les cellules de... Répondez, s'il vous plaît. Exactement, bravo. Cellules de Schwann. Et donc, ils vont participer à la formation et la maintenance des gaines de myéline. Et les gaines de myéline, elles isolent le système nerveux central. Mais la grosse différence entre l'oligodendrocyte et la cellule de Schwann, on le reverra aussi dans la troisième partie du cours, c'est que l'oligodendrocyte, il va former un segment de myéline pour plusieurs axones adjacents. C'est-à-dire qu'il ne va pas se limiter à un seul axone, comme le ferait la cellule de Schwann. Et donc, un unique oligodendrocyte, il peut envelopper plusieurs axones. Et donc, via la formation des gaines de myéline, on a la formation des nœuds de Ranvier. Les nœuds de Ranvier, c'est les intervalles libres qui ne sont pas myélinisés. C'est ce qu'on a ici, ici, ici et ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Au cas où. Hein. Si vous voulez que Charlotte fasse un récap, n'hésitez pas, c'est le moment. Ce cours, il y a beaucoup d'informations dès le début. Il y a beaucoup, on parle beaucoup des cellules une par une comme ça. Donc, si vous voulez qu'on fasse un récap, c'est le moment pour que tout soit clair dans votre tête. Et sinon, on vous laisse une minute pour que vous relisez un petit peu vite fait ce qu'on a mis avant pour que tout soit clair. Ils peuvent pas relire? Ils n'ont pas le diapo? Mais non, ils n'ont pas de diapo. Ah non, ok, bon. Un récap. Donc, OK. Bah, on va essayer de vous faire participer pendant qu'on fait le récap. Est-ce que quelqu'un peut se lancer et me dire les cellules, comme tu veux, les cellules qu'on retrouve au sein du système nerveux périphérique, s'il vous plaît? On n'a pas fini avec le système nerveux central. Hein, je vous montre après. Et si vous voulez, on fera un gros récap une fois qu'on aura tout vu. Schwann et glial. Exactement, c'est ça. Il y a les cellules de Schwann et les cellules satellites gliales. Voilà. Ouais, là, il y a les cellules de Schwann. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Juste, je vous fais un récap par rapport aux oligodendrocytes pendant qu'on y est. Vous voyez bien que là, la cellule de Schwann, elle va s'enrouler autour d'un axone. Donc là, vous avez une cellule, elle s'enroule autour d'un seul axone. Mais une fois qu'elle est enroulée, elle ne peut pas s'amuser à se disperser et aller sur un autre axone. Les oligodendrocytes, c'est vraiment une énorme cellule qui va donner plein de trucs pour recouvrir les axones. Donc vraiment, c'est très différent. Hop. On est là. Voilà. Et du coup, on a les astrocytes et les oligodendrocytes qui prennent deux noms différents chacun. Est-ce que vous pouvez me rappeler lesquels pour les astrocytes? Si vous vous en souvenez. Protoplasmique, oui, qu'on trouve dans la substance grise, et fibreux pour blanc. Exactement, c'est ça. Oh, vous êtes trop fort. Et du coup, les oligodendrocytes, c'est vraiment sous vos yeux, donc je ne vais pas vous piéger là-dessus. Et
Voilà. Le diapo. Pour que vous ayez encore une vue générale dessus, sur l'astrocyte. Voilà, là, vous avez une vue d'ensemble. Et donc maintenant, on va passer aux microgliocytes. Les microgliocytes, ce sont les représentants du système monocyte macrophage dans le système nerveux central, encore une fois. Et ils le protègent contre les virus et les micro-organismes. Ils vont être dispersés dans les substances grises et blanches et ils ont un rôle de cellules présentatrices d'antigènes. Est-ce que vous vous souvenez des autres cellules qui sont présentatrices d'antigènes? J'en ai parlé tout à l'heure, très très vite fait, et qui les donnent aux lymphocytes C, enfin qui présentent les antigènes aux lymphocytes C. Non, c'est pas les dendrites, c'est autre chose, c'est pour les neurones. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des cellules qui présentaient des antigènes aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave, je vous le dis. Otman à côté, il essaye de trouver la réponse. Ok, du coup, je vais vous le dire parce que je pense que c'était un peu compliqué. C'est les cellules de Schwann. Voilà, vous le reverrez, les cellules de Schwann. Voilà, présentation d'antigènes aux lymphocytes T. Voilà, juste pour votre culture, vous saurez qu'eux aussi ils le font. Mais attention, c'est dans le système nerveux périphérique et là, on est dans le système nerveux central. Voilà. Et donc, les microgliocytes, ils ont une morphologie qui se caractérise par un noyau allongé, un cytoplasme qui est peu abondant et des prolongements fins très ramifiés. Vraiment, moi, je trouve que les microgliocytes, ils ressemblent un peu à la neige, enfin les flocons de neige. Voilà, ça ressemble un petit peu à un flocon de neige, si vous voulez vous imaginer dans votre tête les microgliocytes. Et donc, les microgliocytes vont être inactifs au repos en l'absence d'infection, mais lorsqu'il y a une lésion tissulaire, ils vont s'activer et devenir de volumineuses cellules phagocytaires. Phagocytaires, les phagocytes, je pense que vous savez ce que c'est à peu près. Je pense que toi, t'en reparles en plus dans ton cours. Donc, voilà. Et enfin, vas-y, tu peux passer. On va avoir les épendymocytes. Et là, il y a plusieurs parties sur les épendymocytes parce qu'il y en a plusieurs types. Mais les épendymocytes, de manière générale, ce sont des cellules qui sont cubiques ou cylindriques. Ça se voit bien là sur le schéma. Et ils présentent à leur pôle apical des nombreux cils au contact du liquide cérébrospinal afin de faciliter sa circulation. Tout ce qui est cils vibratiles, microvillosité et tout, vous le reverrez avec Victoire dans le cours sur les épithéliums. Normalement, vous avez ce cours avec le prof d'ici 2 semaines. Donc, ça ira mieux après ça, je vous assure. Et les épendymocytes, donc, ils sont reliés entre eux par des jonctions cellulaires. Et du coup, ils vont laisser passer entre eux uniquement des molécules de petite taille. Et donc, ce sont des cellules qui bordent les cavités du système nerveux remplies de liquide cérébrospinal, donc à savoir les ventricules et le canal de l'épendyme. Et les épendymocytes, ils vont avoir pour rôle de participer à la formation et à la circulation du liquide cérébrospinal, mais ils interviennent aussi dans les échanges entre le liquide cérébrospinal et le parenchyme. Parce qu'au pôle apical, on va avoir des phénomènes d'absorption et au pôle basal, des phénomènes de sécrétion. Et ces échanges, ils concernent aussi des hormones, des neuromédiateurs et plein d'autres choses qu'on voit dans le liquide cérébrospinal. Et une phrase importante du cours, c'est que les épendymocytes, ils sont polarisés parce qu'ils ont des cils et ils sont cohésifs parce qu'ils représentent une couche bordante. On le voit bien là sur le schéma en bas à droite, vous voyez tous les épendymocytes qui sont sur une couche comme ça, voilà, à côté du canal. Et donc, on va avoir des formes particulières d'épendymocytes qu'on va détailler. Il y en a 2, les tannicytes et les épendymocytes des plexus choroïdes. Donc là, on va partir sur les tannicytes. Voilà, je vous montre un effet. Les tannicytes, ils sont localisés sur le plancher du 3e ventricule au niveau d'une zone recouvrant l'éminence médiane de l'hypothalamus. C'est un peu barbare comme phrase, je suis d'accord avec toi. Et ils présentent à leur pôle apical des microvillosités. C'est pour ça que je vous disais, ça va être très différent. Enfin, vous comprendrez la différence entre microvillosité et cils plus tard, avec Victoire. Donc, eux, ils présentent à leur pôle apical des microvillosités et au pôle basal de longs prolongements. Et grâce à ces microvillosités, ils vont avoir des contacts avec les capillaires sanguins, les neurones et les astrocytes sous-jacents. Et par ailleurs, ces cellules, elles participent aux échanges entre le liquide cérébrospinal et le parenchyme cérébral.
Et ensuite, vous avez les épendymocytes des plexus choroïdes qui recouvrent la surface des plexus choroïdes. Je pense que jusque-là, c'est assez logique. Et ils sont de forme cubique et présentent à leur pôle apical de très nombreuses villosités, microvillosités, pardon, tandis qu'au pôle basal, ils ont de nombreux replis et ils établissent des contacts étroits avec des capillaires fenêtrés qui sont présents dans l'axe des villosités choroïdiennes. Je suis désolée, c'est vraiment barbare, hein, mais c'est ce qu'il y a dans le cours. Et ces cellules, elles interviennent dans la sécrétion du liquide cérébrospinal de ces constituants et elles forment la barrière sans liquide cérébrospinal. Voilà. Là, vous voyez plein d'informations que vous dit Charlotte depuis le début et même des phrases barbares comme on l'a vu avant avec euh, le plancher du troisième ventricule au niveau d'une zone recouvrant l'éminence médiane de l'hypothalamus. Ça peut paraître un peu une longue phrase et tout, mais vous allez le voir avec l'anatomie. Donc, c'est pour ça que je vous dis que là, ça va être cool de faire plein de liens avec l'anatomie du système nerveux. Là, pour l'instant, au début de l'année, ça peut paraître bizarre comme phrase, mais vous allez voir, même pendant le semestre, ça va être super cool d'avoir un support comme là à côté. Voilà, c'était ma... Oui, vraiment, paniquez pas. Et comme, je sais plus, enfin, je l'avais dit dans mes vidéos, mais vous allez vraiment faire énormément de liens. Si vous ne comprenez pas quelque chose sur le tissu osseux, vous allez regarder vos cours d'anatomie, vous allez comprendre et inversement. Pareil pour les cours sur le système nerveux et les cours sur le tissu nerveux, vous allez vraiment pouvoir faire plein de liens logiques. Donc, c'est trop cool. Donc, voilà. Et on en a fini, du coup, pour les cellules. Je me suis arrêtée là parce que vraiment, je voulais pas trop vous donner d'informations. Après, ça ferait vraiment beaucoup trop. Donc, voilà, vous avez eu plein de cellules. Et vous voulez que je vous fasse un récap sur tout ce qu'on a vu ou pas? Dites-le moi. Ouais, on peut repasser vite sur les diapos si vous voulez, hein. OK. Du coup, vous voulez qu'on fasse les neurones ou est-ce que vous voulez juste qu'on repasse sur les cellules gliales? Parce que les cellules gliales, c'est le plus gros, mais si vous voulez repasser aussi sur les neurones, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, dites-le moi. Surtout les cellules, OK. Ah ouais, j'avoue. Euh, les bonnes idées d'Atman. Du coup, je vais vous poser des questions sur les neurones avant qu'on refasse un récap sur les cellules gliales. Est-ce que vous pouvez me donner les trois classifications fonctionnelles des neurones, s'il vous plaît? Vous avez le droit de vous tromper, hein. Vraiment, je vais pas dire «Oh, Bou, t'es nul». Vraiment pas. Alors, bipolaire, justement, c'est ce que je disais, c'est là le gros piège. Bipolaire, c'est classification morphologique. Classification fonctionnelle, c'est l'autre. Vous vous souvenez, il y avait un schéma avec un cerveau et pouf, je disais à droite, à gauche et en bas les trois types. Exactement, c'est ça. Donc, sensitif afférent, moteur efférent et interconnexion. Voilà, je ne sais pas ton prénom 33768, je suis vraiment désolée, mais bravo à toi. Donc voilà, c'est ce schéma-là. Vous voyez, là, c'est la classification fonctionnelle et on a la classification morphologique. Passe pas. Et du coup, justement, je vais vous poser une autre question sur la classification morphologique cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez me dire, si vous vous en souvenez, où est-ce qu'on va retrouver les neurones pseudo-unipolaires? Exactement, c'est ça. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, hein. Bon, après, vous l'avez un peu vu. Ah oui. Donc voilà. Et attendez, je réfléchis encore à une question. Qu'est-ce que je pourrais poser? Combien on a d'axones par neurone? C'est bien. Vous avez. Ouais. Je suis contente. Vous n'êtes pas trompé. Ok. Je ne sais pas si j'ai encore des choses à dire sur les neurones. Ok, attends. On va faire un truc sur vraiment le tout début du cours sur les neurones pour voir vraiment à quel point vous êtes chaud. Parce que là, j'ai l'impression que c'est trop facile, hein. Donc attendez. On va faire une question. Alors,
Ouais. Euh, Quelqu'un peut me rappeler ce que ça veut dire ubiquitaire, s'il vous plaît? Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et ok. Et je cherche une question. C'est quel système nerveux qui comprend le système nerveux sympathique et parasympathique? Alors, c'est le système nerveux qui est ubiquitaire, pas les neurones. Oui, c'est les systèmes nerveux qui sont ubiquitaires. Et du coup, pour répondre à la question que je vous ai posée, c'est le système nerveux autonome ou viscéral. Donc, oui, en gros, c'est le système nerveux végétatif, si vous voulez. Et je vais voir si je peux vous faire une dernière question, mais je pense que là, on a tout fait hein, pour la première partie. Hein. Ah oui, le transport rétrograde, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est du corps cellulaire vers l'axone ou est-ce que c'est de l'axone vers le corps cellulaire? Exactement, vous êtes trop fort. Donc, du coup, on va faire un gros récap sur le tissu glial maintenant. Donc, les systèmes nerveux périphériques, on a dit qu'on a deux cellules, à savoir les cellules de Schwann et les cellules satellites gliales, qui ont un peu des rôles différents. Vous verrez, on a dit les cellules de Schwann, c'est un petit peu comme les oligodendrocytes, mais version système nerveux périphérique. Et les cellules satellites gliales, c'est un peu comme les astrocytes, version système nerveux périphérique. Donc voilà, vous voyez les rôles qu'ils ont, vous allez vraiment pouvoir retrouver plein de choses qui se ressemblent entre les astrocytes et les cellules satellites gliales. Donc, les cellules satellites gliales, je vous remonte sur le schéma, c'est les trucs ici. Hein, et les cellules de Schwann, c'est les trucs ici. Voilà, au cas où vous n'arrivez pas à visualiser. Et donc, les cellules de Schwann, elles vont s'enrouler autour d'un seul axone, uniquement un seul. Ensuite, on a vu les astrocytes qui sont les cellules gliales qui sont les plus nombreuses du système nerveux central, pas le système nerveux périphérique, du système nerveux central. Et, voilà. Et on a deux types d'astrocytes, à savoir les protoplasmiques et les fibreux. Voilà. Ensuite, on a vu les oligodendrocytes, qui sont, eux, les cellules gliales les plus nombreuses de la substance blanche, attention, et qui, eux aussi, peuvent être séparés selon substance blanche et substance grise, à savoir interfasciculaire et oligodendrocyte satellite. Et voilà, on a dit un unique oligodendrocyte, il peut envelopper plusieurs axones de 40 à 50. Et ils sont dépourvus de filaments intermédiaires, contrairement aux astrocytes. C'est pour ça que vous pouvez vous en rappeler par rapport à ce qu'on a dit sur l'immunohistochimie. Quand vous avez des tumeurs, c'est principalement les astrocytes, pas les oligodendrocytes. Ensuite, on a vu les microgliocytes, donc c'est pour le système monocyte-macrophage. Et les microgliocytes, ils sont actifs uniquement quand il y a une infection, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que sinon, ils sont à l'état de repos, ils ne sont pas actifs, ils sont tout petits, petits, petits. Vraiment, vous verrez dans ma fiche, je vous ai mis la différence de taille entre lorsqu'ils sont inactifs et lorsqu'ils deviennent actifs. C'est assez impressionnant. Et ensuite, on a vu les épendymocytes qu'on a divisés en plusieurs catégories. Est-ce que vous vous souvenez les deux types d'épendymocytes dont on a parlé? Les noms? Personne s'en souvient? Donc, du coup, on a vu les tannicytes et les épendymocytes des plexus choroïdes. Voilà, n'oubliez pas, c'est deux sous-catégories en fait des épendymocytes en quelque sorte. Voilà. Et les épendymocytes, du coup, c'est ce qui va vraiment border les cavités du système nerveux où il y a du liquide cérébrospinal. Voilà, c'est vraiment le rôle le plus important des épendymocytes. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
quelque chose qui n'est pas clair ou quoi que ce soit. Pas forcément que sur mon cours, hein. Vous pouvez aussi poser des questions sur les cours d'Ottman, les cours de Victoire ou mes autres cours à moi si vous avez des problèmes avec. LCS, c'est liquide cérébrospinal. C'est ce qui circule dans les ventricules et dans le canal épendymaire. Et c'est sécrété par les plexus choroïdes, du coup. Est-ce que ça vous a paru difficile comme cours? Ou est-ce que ça va? Honnêtement, hein. Ouais, on a fait la moitié du cours. On a fait la moitié du cours. Et je crois que, enfin, si je dis pas des bêtises, la partie sur les cellules gliales, c'est vraiment la plus grosse de mes quatre, hein. Je crois que c'est la fiche la plus longue. Elle fait 14 pages. Et voilà, c'est bien rempli, hein. C'est bien rempli quand même. Alors, le parenchyme cérébral, bah, comment expliquer? C'est un... Je cherche mes mots, hein. Perso, j'ai vraiment eu du mal à comprendre l'ostéogenèse. Alors, l'ostéogenèse, je suis en train de lire vos questions. Bah, en fait, du coup, je réponds juste à ta première question. Enfin, vraiment, le parenchyme, du coup, c'est un tissu. C'est le tissu d'un organe. Donc, parenchyme cérébral, c'est un tissu, si tu veux. Et du coup, pour l'ostéogenèse, si vous voulez, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, on peut pas accéder à ma fiche sur l'ordi. Bien sûr. Parce que en fait, c'est plus simple de vous montrer, de vous expliquer les trucs d'ostéogenèse quand on a des schémas devant. Parce que j'ai essayé de vous détailler un maximum dans mes vidéos et tout, avec les coupes et tout. Mais qu'est-ce que tu comprends pas pour l'ostéogenèse? S'il y a un truc, s'il y a une partie vraiment que tu comprends pas ou si c'est tout l'ensemble du cours. Ok. Du coup, bon, j'ai pas le cours. Je sais pas si je peux faire quelque chose avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas aller sur le tutorat niçois? Du coup, on va faire ça. On va, on va vous montrer le truc. Vas-y, va dans histologie. J'espère que vous avez vu à quel point notre CT, on, a, on y a mis du note pour faire un beau CT, hein. C'est dans les supports, oui. Descend, ostéogenèse. Alors, oui, on a fini la partie chute rentrée du tissu nerveux. Enfin, en fait, la seule partie sur laquelle je vous interroge pour la chute rentrée, c'est la partie sur les neurones. La partie sur les cellules gliales, je me suis dit que ça faisait un peu trop quand même pour une chute rentrée, surtout que vous avez déjà 5-6 cours à réviser. Ça fait un peu beaucoup. Du coup, l'ossification. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc, on a l'ossification primaire et l'ossification secondaire. Donc, l'ossification primaire, ça, je pense que c'est à peu près la partie la plus simple du cours. L'ossification primaire, c'est quand on va remplacer du cartilage ou du tissu conjonctif par du tissu osseux. Et l'ossification secondaire, c'est le remodelage, donc c'est tissu osseux par tissu osseux. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Comment on enlève la barre? Parce qu'on ne voit pas le haut de la...
C'est 2 parties sur 4, exactement. Voilà. Si vous voulez, je peux vous sortir les 4 maintenant. Sinon, je vous en mets que 2 et comme ça, enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère tout vous mettre comme ça, vous faites ce que vous voulez à votre rythme. Mais après, si vous voulez que je mette que 2 parties pour l'instant sur le centre de téléchargement, c'est comme vous voulez. Ok. Bah, je mettrai tout juste après le cours sur le petit nerveux. Ok. Je ferai ça. Voilà. Mais voyez-le petit à petit, hein. C'est vraiment un gros cours. Vraiment. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont un problème avec cette phrase? Parce que s'il vous plaît, j'ai fait une analogie hyper longue. Si personne n'a compris, c'est très triste. Attendez. On ne peut pas la réduire, la barre? Elle est énorme. On va essayer de parler un peu de l'ossification, du coup. On la voit pas? Oh, trop bien. Trop bien. Parce que du coup, nous, on ne voit pas. En même temps, mais pas au même endroit. Oui. Vous comprenez ou pas cette phrase? Parce que c'est important hein, à comprendre. Vraiment. Ok, cool. Ça me rassure. Donc, du coup, ossification primaire, comme je vous le disais juste avant, ça va remplacer soit du tissu conjonctif, soit du cartilage. Et si c'est remplacement du tissu conjonctif, c'est ossification endoconjonctive. Et respectivement, si c'est ossification, enfin, si c'est le cartilage endochondral. Voilà. Donc, elle me gêne, cette barre. Elle m'énerve. Vraiment, elle m'énerve, cette barre. Oula. J'arrive pas à utiliser cet ordi. Ok. On en était là. Oui, donc voilà. Donc, pour l'ossification, on va avoir d'abord la maquette cartilagineuse, puis on va avoir l'ossification après. Et ça, je crois que je l'ai dit dans ma vidéo. C'est normal si on parle de croissance interstitielle et paraposition, parce qu'on n'est pas encore en train de considérer qu'on est dans le tissu osseux. Parce que le tissu osseux, c'est que croissance paraposition. Mais là, vu que c'est une maquette cartilagineuse, le cartilage, il peut croître de deux façons. Donc, c'est normal si on dit les deux. Je le dis au cas où, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question au premier semestre. Et donc voilà, donc vous allez avoir votre mésenchyme embryonnaire, vous allez avoir la maquette cartilagineuse qui va se faire au milieu, puis après, il va y avoir l'ossification qui va arriver. On le voit bien sur les schémas ici. Vous voyez, vous avez votre petite maquette qui va croître, 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 et après, ça vous donne un os. Et voilà, je pense que c'est ça qui pose problème. Je ne sais pas si je peux pas mettre en grand, je ne peux pas agrandir le truc. C'est les schémas comme ça un peu qui posent problème, non? Parce que je vous rassure, hein, les schémas comme ça, ils ne sont pas dans le cours. C'est juste, je les ai rajoutés parce que c'était plus logique que vous balancez. Vous voyez, en fait, tous les textes là, c'est vraiment ce qu'il y a dans le cours. Et je trouve que c'est pas très concret quand on n'a pas d'image pour détailler. Oui, c'était pour avant ou pour après. Ok. Mais qu'est-ce que je peux dire? Vous voulez que je reprenne ce gros pavé avec les schémas ou pas? Oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Mais si, enfin, je vous le dis, hein, juste au cas où, si c'est toujours pas clair après maintenant, vous pouvez toujours revenir sur ma vidéo de toute rentrée parce que j'ai vraiment pris les schémas et je les ai détaillés avec le pointeur. Bon, là, je le fais avec la flèche, ça marche très bien aussi. Donc, vous allez avoir votre bourgeon, ok? Et donc, votre bourgeon, d'ailleurs, une concentration d'oxygène qui va arriver. Et du coup, vous allez avoir vos chondrocytes, enfin, vos cartilages hypertrophiques. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et c'est ce que vous voyez ici aussi, à peu près. D'accord? C'est un peu plus gros que la moyenne. Et en gros, les noyaux, ils vont devenir pycnotiques, ce qui veut dire qu'en gros, les noyaux, ils sont plus du tout actifs. Ces noyaux, enfin, ça veut dire que la cellule, elle va aller soit en quiescence, soit mourir par la suite. Ça, c'est pas plus précisé dans le cours que ça, mais c'était vraiment juste pour votre connaissance. Et donc, à l'opposé du bourgeon, ici, vous allez avoir le cartilage serré. Le cartilage serré, c'est le cartilage en pile d'assiette, quoi. Enfin, qu'est-ce que je peux dire à part ça? Oui, donc là, vous avez votre cartilage serré, c'est ici aussi.
Et d'ailleurs, je pensais que vous aviez le cours sur l'appareil locomoteur. Je suis vraiment désolée pour ceux à qui j'ai dit, enfin, dans ma vidéo, j'ai dit, vous verrez dans le cours sur l'appareil locomoteur. Je suis vraiment désolée parce que vous n'avez plus le cours sur l'appareil locomoteur. Mais je pense que vous le verrez sur le cours sur les membres, tous les trucs d'ossification quand même, parce que c'est une partie importante du cours. Et donc, vous allez avoir le cartilage calcifié qui est ici, qui est en train de faire de la dégénérescence, hein, littéralement, et les chondrocytes sont en train de mourir. C'est là, c'est ces trucs-là, là, ce truc-là aussi. Et qu'est-ce que je peux dire? Non, alors, non, pour le cours sur le tissu osseux, sur le tissu cartilagineux, sur le tissu nerveux et même sur le tissu musculaire, il n'y a pas de coupe. C'est vraiment les chapitres de Victoire qui sont un peu maudits. Le cours sur l'épithélium, s'il y a une coupe qui tombe, c'est sur les épithéliums parce qu'il y a beaucoup de coupes dans le cours. Vraiment, les trois quarts du cours, c'est des coupes, quoi. Et épiderme aussi, c'est possible. Faudrait qu'on. Ouais, peut-être épiderme. Mais voilà, retenez épiderme, épithélium. Là, vraiment, comme je le disais, ce que j'ai mis dans ma fiche, c'est pour que vous visualisiez un petit peu ce qui se passe. Parce que quand vous aurez la Ronéo, en fait, vous aurez juste le pavé. Et je pense que c'est pas très concret pour vous. Mais non, il n'y aura pas de coupe pour le tissu osseux. Il n'y a pas de coupe pour le tissu osseux. Il n'y a pas de. Enfin, vraiment, il s'en fiche un peu, hein, le prof, hein. Et puis, voilà. Mais. Exactement. Tous les cours de la tutre rentrée, plus du coup le cours sur les neurones. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas grand-chose à dire à part vous dire que là, il y a des travées directrices. Enfin, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire à part ça là-dessus sur l'ossification. Enfin, vraiment, enfin, je serais ravie de répondre à vos questions sur le forum si vous en avez, parce que je pense que c'est vraiment un cours. Quand je fais des réponses, il faut que je les détaille. Vous voyez, genre, c'est un peu compliqué là de vous dire des choses sur les tissus, enfin sur l'ostéogenèse comme ça, parce que c'est vraiment très, je sais pas, c'est un cours un peu compliqué, je comprends. Juste, il y a un endroit, je crois que c'est, attendez, euh, je sais plus, je sais plus si c'est cette phrase-là ou s'il y en a une autre, mais il y a un moment où le prof il se trompe dans le cours, mais c'est une erreur évidente, où le prof il dit que les cellules ostéoprogénitrices, c'est pour les ostéoclastes, mais que les ostéoclastes bâtissent, enfin, c'est les cellules qui bâtissent le tissu osseux, enfin, c'est faux, c'est les ostéoblastes. Je vous le dis au cas où, hein, mais je ne l'ai pas corrigé dans ma fiche parce que c'est vraiment ce que dit le prof dans son cours, mais on lui a posé la question, on lui a dit est-ce que c'est une erreur évidente? Il n'a pas répondu, donc j'ai pas de réponse pour l'instant, mais voilà, sachez-le. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres cours? Le cours sur l'intro, c'est un cours que normalement on l'en passe un peu. Et juste pour vous dire qu'au premier semestre, il y a eu 2 QCM dessus, alors que d'habitude, c'est pas trop un cours qui tombe. Mais bon, là, cette année, il a beaucoup fait tomber, donc ne l'impassez pas, voilà. Travaillez-le. Surtout, dites-vous qu'il y a vraiment beaucoup de QCM en histologie par rapport au premier semestre. Et même s'il y a 3 cours en plus, enfin, vraiment, on ne se rend pas compte à quel point 16-17 QCM, c'est énorme pour nous. Vraiment, c'est énorme. Mais ouais, généralement, la répartition, il y a beaucoup de tissu musculaire, vraiment, parce que tissu musculaire, c'est quand même 3 cours. Beaucoup de tissu nerveux, parce que tissu nerveux, c'est pareil, c'est 4 parties. Euh, Tissu conjonctif aussi, ça tombe pas mal. Et épithélium, c'est beaucoup tombé cette année. J'en étais un peu étonnée aussi, parce qu'il n'a pas fait tomber de coupe, mais il a vraiment fait tomber le cours sur les épithéliums, mais le cours pur et dur, quoi. Et donc, 2 QCM sur préparation tissulaire. Et vraiment, le cours qui est un peu maudit, c'est le cours sur les tissus circulants, qui tombe une fois tous les 5-6 ans, malheureusement, mais qu'il faut apprendre. Il est toujours au programme, le prof ne veut pas le supprimer, donc apprenez-le, s'il vous plaît. Vous dites pas qu'il y aura jamais de QCM dessus, on n'est jamais à l'abri. La preuve avec le cours sur les préparations tissulaires qui tombait presque pas, cette année, il est beaucoup tombé. Donc, ne prenez pas un cours comme acquis, quoi. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser aller manger, hein, vous en faites pas. Non, laissez-moi.
Oui, non. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour l'instant sur le tissu nerveux. De toute façon, les deux autres parties, elles sont plus courtes, comme j'ai dit, et c'est un peu moins complexe, je trouve, que les deux premières parties. Vraiment, la partie sur les cellules gliales, elle est énorme pour le coup, mais vous en faites pas. Vraiment, ça va aller au fur et à mesure, hein, le tissu nerveux, ça va. Ça va rentrer dans vos têtes. Pour le court tissu nerveux, avec tout ce qu'on a vu dans les diapos, là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des Quizlets ou des trucs comme ça pour le retenir très facilement. Vu que c'est sous forme de liste ou comme une carte d'identité, chaque cellule a sa propriété. Ouais. Donc, ça, ce que vous faites, c'est pour la diapo, ce qu'a fait Charlotte, c'est très bien. Elle a bien résumé et tout. Vous pouvez imprimer les diapositives ou les coller dans votre douche, quelque part, pour que vous ayez tout le temps les informations et la liste. Parce qu'en vrai, cette liste aussi, elle peut paraître barbare, mais à force de le répéter, 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 ça va rentrer dans votre tête et vous pouvez faire plein, plein, plein de liens avec la natte, tout ça. Donc là, en ce moment, pour le moment, je veux dire, ça peut paraître compliqué, cette liste. Surtout en histologie, il y a pas mal de listes, comme vous avez dû voir en pharmaco. Mais ouais, n'hésitez pas, par exemple, à imprimer la feuille, la coller quelque part, par exemple, si vous avez du mal sur les cellules de Schwann, les chondrodrocytes, tout ça, ou des Quizlets, et trouver un support pour essayer d'apprendre plus facilement ces listes, ou sinon, à force de le répéter, vous allez le retenir très facilement. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec Hotman. Ne vous inquiétez pas, hein, j'essaierai de vous faire peut-être des petites cartes d'identité de chaque cellule pour les cellules gliales. Comme ça ira plus vite, un peu comme ce que j'ai fait dans mon diapo. Mais bon, mon diapo, voilà, c'est vraiment plus condensé. Je vous ferai un truc un peu plus, peut-être, comment dire, détaillé quand je ferai des petites fiches récap, des petits trucs. Mais faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de quizettes. Vraiment, ça peut vous sauver la vie. Je sais que j'en faisais énormément en histologie, en anatomie, en tout ce que vous voulez. Ça marche super bien. Vraiment, je vous jure, c'est trop bien. Vous êtes là, vous êtes dans le tram, vous rentrez de vos cours de licence, vous en avez marre d'avoir passé la journée à Carlone, vous rentrez, vous êtes dans le tram ou dans le bus, j'en sais rien, et vous faites vos petits quizlets, etc., sur les métiers que vous voulez. C'est trop bien. Vraiment, ça va vous sauver la vie et ça aide vraiment pour retenir. Et en plus, vous voyez les termes que vous avez oubliés, les termes que vous n'avez pas oubliés. Enfin, c'est trop bien. Faites-le. Vraiment. Voilà. C'est tout ce qu'on a à dire du coup. Donc, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Et merci d'être venu, d'avoir écouté. Si vous avez des questions, il y a le forum et je vous sors tout. Voilà, je vous sortirai les 4 fiches. Bisous. Ouais, moi aussi, je vais faire un cœur. Voilà.